Ok, bonjour tout le monde. Donc on va commencer à démarrer à l'heure et terminer, si possible, un petit peu avant l'heure parce que moi j'ai une visio juste après à 11 heures. Il faut que je file pour me connecter et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on se voit. Ah, c'est triste, n'est-ce pas? Vous allez me manquer, vous savez. Voilà, jusqu'au jour du CC, après on se reverra. Et donc ma dernière intervention pour la bactériologie, ce sera un sujet un petit peu en lien avec les bactéries et aussi les virus. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les bactériophages, c'est-à-dire les virus qui infectent les bactéries. Donc notre programme, ça va être d'abord de avoir un regard sur la structure et la diversité des bactériophages, ces virus infectant les bactéries. Ensuite, on va s'efforcer à comprendre les cycles de réplication lytique et lysogène que l'on peut trouver chez les phages. Et pour la deuxième moitié du cours, on verra un petit peu plus les applications des bactériophages en génétique bactérienne, c'est-à-dire les mécanismes de transfert de gènes entre bactéries médiés par les bactériophages, c'est-à-dire la transduction, et finalement l'impact des bactériophages sur la santé humaine. Et comme on verra sur ce dernier point, il y a du bon et du mauvais. Donc, les bactériophages, si vous vous souvenez des cours de L1, ce sont les virus qui infectent des bactéries qui ont été découverts il y a plus de 100 ans maintenant par deux chercheurs indépendants, Frederick Twort et Félix Derel. Et c'est certainement Félix Derel qui a fait le plus pour étudier les bactériophages. Notamment, Félix Derel a mis au point la quantification et l'isolement de bactériophages sur la technique de plage de Lise. Et donc ça, c'était quelque chose de très important parce que si on étale les bactériophages sur une boîte de pétri recouverte de bactéries, donc les bactériophages ne peuvent pas pousser juste sur un milieu gélosé, ils ont besoin d'infecter une bactérie pour se répliquer. Donc les bactériophages, ça veut dire quelque chose qui mange des bactéries, donc il faut lui donner des bactéries à manger dans son milieu nutritif. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on mélange un échantillon comprenant des bactériophages avec une suspension de bactéries et on étale ça sur un milieu gélosé. Et là où les bactériophages peuvent manger les bactéries, ils vont produire une petite plage translucide sur le tapis uniforme de croissance bactérienne. Et une plage de Lise, comme ça, là, que l'on peut voir sur la diapo, correspond à un bactériophage infectieux qui avait infecté une bactérie au début de cette manip. Et puis ensuite, ces bactériophages se sont répliqués, et ils ont infecté les bactéries tout autour pour les lyser. Donc ça, c'est une technique très importante parce que cela nous permet de quantifier combien on a de bactériophages infectieux dans un échantillon. C'est exactement la même procédure que de faire un dénombrement de colonies lorsqu'on étale des bactéries. Pour les bactéries, on parle de UFC, unité formant colonie. Pour les bactériophages, l'unité, ce sont les unités formant plage, les UFP par ml. Mais la technique, le calcul, c'est exactement le même. On dénombre, on compte le nombre de plages de Lise, on multiplie par le facteur de dilution et ensuite on divise par le volume que l'on a étalé. Donc, cela nous permet de quantifier les bactériophages infectieux et aussi ce que l'on peut faire, c'est que de la même façon que l'on peut repiquer une colonie isolée en bactériologie et le réétaler et le recultiver, c'est ce qu'on peut faire avec des bactériophages, c'est-à-dire qu'on peut piquer une seule plage de Lise
Et ça, c'est ce qui nous permet de travailler avec un virus, un bactériophage pur. Ce n'est plus un mélange de différents bactériophages. On ne sait pas combien il y en a de différents dans notre échantillon. On repique une plage isolée et on peut travailler avec ça. Parce que cela va représenter un clone infectieux de bactériophage. Donc ça, c'était l'importance un peu de cette technique de plage de Lise. Donc une fois qu'on a ça, on peut étudier des choses qui sont bien contrôlées. Alors, pour un petit rappel, donc l'étude de bactériophages était très importante pour avancer nos connaissances dans le domaine de la biologie moléculaire. Et quelques avancées fondamentaux ont d'abord été démontrées chez les bactériophages avant de le confirmer dans d'autres systèmes. Donc le fait que le matériel génétique, c'est l'ADN et pas des protéines, c'est une expérience très importante impliquant des bactériophages. La nature du code génétique, pour décrypter le code génétique, il a fallu l'analyse de nombreuses expériences sur les bactériophages était très importante pour comprendre que on avait un code en triplet sans espace entre les codons. Ça, ce sont des expériences effectuées chez les bactériophages qui ont permis de démontrer cela. Et plus récemment, la découverte sous le système CRISPR-Cas9 qui permet d'éditer des génomes chez tout type d'organismes, y compris chez les cellules humaines. Tout ça, c'était découvert parce qu'on étudiait des systèmes de défense des bactéries contre l'infection par les bactériophages. OK, donc ça, c'est un peu petit rappel et introduction générale. Donc, lorsqu'on parle de bactériophages, souvent, ce que l'on envisage ou ce qu'on visualise, ce sont des bactériophages avec une morphologie dite tête-queue, comme celui-ci ou celui-ci. Donc on a une tête icosèdrique et une queue filamenteuse avec une symétrie hélicoïdale. Donc cette queue peut être courte et contractile, plus longue et flexible, ou alors très très courte, juste avec une sorte de petit col fixé à un endroit sur la tête du bactériophage. Donc, ces types de bactériophages à queue sont extrêmement répandus. Ce sont les phages qui sont le plus prévalents dans la majorité des biomes. Donc, que ce soit dans les eaux océaniques, dans les sols et aussi dans notre microbiote humain, dans nos intestins. La plupart des bactériophages que l'on va retrouver sont de cette forme-là. Et en termes de leur biologie moléculaire, ces bactériophages possèdent un génome en ADN double brin linéaire qui va se circulariser dès que la bactérie infecte, dès que le bactériophage infecte une bactérie. Alors, les exemples typiques de ce type de bactériophage sont par exemple le bactériophage T4, que j'avais représenté avant, le bactériophage lambda ou le bactériophage T7. Et jusqu'en 2016, on avait classé ces trois bactériophages comme étant représentatifs des familles des Myoviridae, des Syphoviridae et des Podoviridae. Et tout ça, on les regroupait dans l'ordre des codovirales. Donc les virus avec une queue. Alors, malheureusement pour nous, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, on a découvert énormément de nouveaux bactériophages, ce qui a obligé les spécialistes à revoir la classification. Et donc la classification a pas mal évolué depuis 2016. Donc en 2016, c'était comme ça, on avait les codovirales et nos trois familles, et on essayait de caser des nouveaux bactériophages dans ces trois familles. Bon, après, on a trouvé que ça n'a pas trop marché, donc il a fallu d'abord rajouter les Akkermann viridae, une nouvelle famille de bactériophages, mais on gardait les trois anciennes familles. Et en 2019, ça commençait à se compliquer avec l'ajout de nouvelles familles.
mais on gardait toujours les Myoviridae et les Podoviridae et les Syphoviridae. Mais actuellement, on pense que ces anciennes dénominations au niveau de la famille ne sont pas justifiées. Donc on a, par exemple, ils existent toujours, mais ils ne sont pas regroupés dans un ordre. Donc en fait, on a découpé tous les bactériophages à queue dans le phylum ou dans la classe de Codoviricette. Et ensuite, on a plusieurs ordres, les crasses virales et tout ça. Et puis, on a un certain nombre de familles de bactériophages qui ne sont pas regroupées dans un ordre. Et malheureusement pour nous, les exemples classiques, T4 lambda et T7, sont les familles qui ne sont pas regroupées dans un ordre. Donc, ça, c'est un détail, mais ce niveau famille, ça existe toujours. Mais on commence à comprendre que ces bactériophages ne sont pas forcément représentatifs de tout le reste, qui sont assez différents. Mais néanmoins, ce qui caractérise tous les virus, tous les bactériophages de cette classe, c'est le génome en ADN double brin linéaire et la structure globale de la particule virale qui est partagée. Alors, ce n'est pas le cas pour la totalité de bactériophages, parce que lorsqu'on commence à regarder, et on a des choses plus diverses que cela dans le monde des virus qui infectent des bactéries. Donc, on a des virus nus, non enveloppés, avec une structure filamenteuse, comme celle-ci. On a des virus non enveloppés, nus, avec une capside icosahédrique, mais sans queue. Et on a des virus enveloppés, c'est-à-dire avec une bicouche lipidique autour de la capside, avec des formes bizarroïdes, comme les gouttes ici, ce truc qui a une sorte de serpent, avec une structure très très longue, ça fait plus d'1 micromètre de longueur, cette particule virale, et des sortes de petits citrons là, qui sont les fusellovirus. Donc il y a encore des choses à découvrir et à comprendre sur la biologie fondamentale de bactériophages, c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup moins. Pour certains, on les a étudiés depuis longtemps, mais pour ces groupes de bactériophages, on connaît leur biologie moléculaire beaucoup moins bien que ce que l'on sait sur les exemples classiques, bactériophages T4, lambda, etc. Donc, un autre aspect de la diversité des bactériophages, c'est de constater que pour n'importe quel type de bactérie, si on cherche bien, on peut trouver des bactériophages qui sont capables d'infecter cette bactérie. Donc là, j'ai représenté dans le tableau les eubactéries à Gram+, coques et bacilles, les bactéries à Gram-, les mycobactéries et les archéobactéries. Donc, quel que soit le type de bactérie, il y a toujours un bactériophage qui est capable de les infecter. Et donc, si jamais il y a une espèce de bactérie pour laquelle on n'a pas encore identifié de phage capable de l'infecter, probablement c'est parce qu'on n'a pas cherché. Donc, je pense qu'il est vraisemblable que n'importe quelle espèce de bactérie, il y a au minimum un bactériophage qui peut l'infecter. Et si on étudie une espèce de bactérie de façon intense, par exemple ce qui est le cas pour la bactérie Escherichia coli, on peut constater qu'il y a plusieurs espèces de bactériophages qui peuvent infecter la même bactérie. Donc, la diversité de bactériophages va être largement supérieure que la diversité biologique des espèces de bactéries. Alors, ça c'est un petit peu compliqué par l'observation que des fois, des bactériophages peuvent infecter plusieurs espèces de bactéries. Donc, on a un spectre de l'hôte qui peut être très étroit pour certains bactériophages, par exemple le bactériophage T4.
n'infectent que les genres Escherichia et Shigella, tandis que d'autres bactériophages peuvent infecter plusieurs espèces de bactéries, voire plusieurs genres. C'est-à-dire le bactériophage JHP peut infecter plusieurs types de bactéries, des bacilles à grand moins. Pseudomonas, Escherichia, Salmonelle, Proteus, etc. Donc ça, c'est relativement rare, c'est un exemple extrême, mais il est fréquent que les bactériophages puissent infecter plusieurs espèces de bactéries au sein du même genre, par exemple. Donc, énormément de diversité de bactériophages. Donc, on peut se demander, ou essayer d'avoir une idée, quel est vraiment le nombre de bactériophages que l'on a dans le biosphère. Parce qu'on sait qu'il y a énormément de bactéries, un nombre de prokaryotes dans la biomasse sur la planète. Et maintenant, on peut avoir l'idée que pour chaque espèce de bactérie, on aura de nombreux phages qui sont là, alors on va essayer de les infecter. Donc, il doit y avoir beaucoup de bactériophages. Alors, si on va pêcher dans l'océan, on peut compter combien on a de bactériophages par ml. C'est-à-dire, on prend 1 litre d'eau, on va le filtrer pour enlever toutes les cellules bactériennes et eucaryotes, on va le concentrer et on va essayer de dénombrer combien j'ai de particules durables. Donc là, je vais demander à tout le monde de juste deviner, et puis on va faire ça à main levée. Tout le monde est prêt à exprimer un avis? Donc on part à la plage, au Pornic, à Pornic, et on prend de l'eau. Qui dit on va avoir un bactériophage par ml? Personne. Qui dit on va avoir 100 par ml? Une de personnes. Qui dit, allez, 10 000? Ouais, ça commence à avoir les mains qui se lèvent là. Qui dit 1 million par ml? Oh, c'est la grande majorité. Qui dit 100 millions? Oui, ok, c'est entre 100 à 1 million et 100 millions, c'est le majeur. Vous avez raison. Ok, donc si on va dans l'océan profond et on pêche 1 litre, on chope 1 litre d'eau au milieu de l'Atlantique, là vous allez avoir 1 million de bactériophages par ml. Dans les zones côtières qui ont beaucoup plus de productivité, on aura beaucoup plus de bactériophages. Donc sur la plage à Pornic, peut-être on sera à 100 millions par ml. Donc si prochaine fois que vous buvez la tasse en nageant dans la mer, là vous avez avalé une bonne dose de peut-être un bon milliard de bactériophages. Donc dans les océans, en moyenne, on va avoir peut-être 1 million par ml. Donc, alors ça va faire combien de bactériophages sur toute la planète, dans toutes les eaux des océans? Et là, on va devoir deviner parce que je ne sais pas si on a une sorte d'idée précise du volume de tous les océans sur Terre. Donc, donc on va juste dire ça. Alors, qui dit 10 puissance 10? Bon, clairement, non. Ok, 10 puissance 20. Une personne, 10 puissance 30. Quelques-uns, 10 puissance 40. Ah, la majorité. Ah ouais, non, mais c'est 10 puissance 40, c'est un nombre tellement énorme, c'est carrément inimaginable. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais en fait, c'est trop ça. Mais c'est plutôt 10 puissance 30 bactériophages dans tous les océans de la planète. Donc, le problème avec ces puissances 10, c'est que, au-delà de quelques centaines de milliards, personnellement, j'ai beaucoup de mal à visualiser. Donc, pour essayer de visualiser combien c'est 10 puissance 30, on imagine que on sait qu'en gros, en moyenne, chaque particule de bactériophage comprend 0,2 femtogrammes de carbone organique. Et si on met toutes ces 10 puissance 30 bactériophages, bon, on pourrait calculer combien ça fait de kilogrammes de carbone, mais on aura un chiffre, mais
l'idée, c'est de dire, c'est l'équivalent de combien de baleines bleues. Ok, notre unité de mesure, ça va plus être les kilogrammes, ça va être la baleine bleue. Donc, si je rassemble le carbone organique présent dans tous les bactériophages des océans, et je le compare au nombre de quantité de carbone dans les baleines bleues, ça fait combien? Tout le monde a compris l'exercice? On est prêt à... On voyait un... Ok, qui dit on met tous les bactériophages au même endroit, ça fait à peu près une baleine. Qui dit une baleine? Personne. Qui dit 100 baleines? Personne. Qui dit 10 000 baleines? Ça commence à y aller. 10 000, ouais, pas mal, pas mal. Qui dit 1 million de baleines? Quelques-uns. Qui dit 100 millions de baleines? Personne. Et pourtant, c'est ça la réponse qui est le plus proche de la bonne réponse. Apparemment, ça fait l'équivalent de 75 millions de baleines bleues, toute cette biomasse de carbone. D'accord? Et finalement, on peut faire la même chose avec la longueur des particules virales. Je pense que je vais sauter ça, mais apparemment, ça fait l'équivalent. Si on les mettait bout à bout, là, tous ces bactériophages, ça ferait une longueur de 10 millions d'années-lumière. Pas 1 milliard, ça c'est plus grand que la galaxie, l'univers apparemment. Donc, il y en a, donc tous ces chiffres-là, je l'ai pris d'un article qui était publié il y a une vingtaine d'années déjà. Mais c'était une excellente idée de Chris Sutter de donner cette façon de visualiser. Donc, l'équivalent carbone de 100 millions ou 75 millions de baleines bleues, c'est tout à fait considérable. Donc, l'implication de cela, c'est que les bactériophages jouent un rôle dans les cycles de carbone et les cycles d'azote dans la biosphère. Parce que les bactériophages sont composés de protéines et d'acides nucléiques. Donc, on a du carbone et de l'azote dedans. Donc, lorsqu'on apprend ou on essaie de comprendre les réseaux trophiques dans les océans, l'idée générale, c'est que on a des producteurs primaires qui sont les autotrophes, par exemple les organismes photosynthétiques, et pour nous en microbiologie, en bactériologie, on va prendre en compte par exemple les cyanobactéries et les bactéries chimio-litho-autotrophes, qui sont également capables de fixer le CO2 et de convertir en carbone organique. Alors, ces producteurs primaires seront mangés par des protistes, par exemple, qui, à leur tour, seront mangés par peut-être les petites crevettes ou des choses comme ça, ou le krill. Et ce krill sera mangé par les baleines, mais peut-être aussi par les poissons, qui seront mangés à la fin par les prédateurs au sommet du pyramide trophique. Donc, on a cette vision du flux de carbone. Et évidemment, tous ces animaux-là vont mourir de temps en temps et vont excréter des urines, des fesses, des urines et déféquer. Et tout ça se contient du carbone organique qui peut être mobilisé par les bactéries hétérotrophes. Donc ça, c'est un peu notre... et les bactéries hétérotrophes peuvent être mangées également par les protistes. Donc ça, c'est notre vision du cycle de carbone dans un réseau trophique. Donc on a des producteurs primaires, le carbone va augmenter les niveaux dans le réseau trophique, et puis de temps en temps, il y a un recyclage via les bactéries hétérotrophes. Alors, si on met les bactériophages là-dedans, quel sera leur effet? Alors, les bactériophages vont infecter et lyser les bactéries hétérotrophes et lyser les bactéries qui sont autotrophes. Donc, une partie du carbone organique qui est pris ou qui constitue les bactéries hétérotrophes et autotrophes ne sera pas disponible pour être bouffé par les protistes, mais qui sera séquestré dans les bactériophages. Mais de l'autre côté, un bactériophage, son carbone et son azote et tout ça, qu'est-ce qu'il va devenir? En fait, il va être recyclé un petit peu chez les bactéries hétérotrophes, parce que si
vous êtes une bactérie et ce bactériophage ne peut pas vous infecter. C'est une source de carbone pour vous. Vous allez le bouffer et le démonter. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les bactériophages lytiques vont avoir tendance à recycler le carbone organique au niveau trophique bas. Donc, pour le carbone qui est fixé par les autotrophes et qui est recyclé par les hétérotrophes, il ne sera pas tout disponible pour remonter dans les ésotrophiques parce qu'une partie sera captée dans ce qu'on appelle le shunt phagique. Donc, il restera dans les niveaux trophiques entre autotrophes, hétérotrophes et bactériophages. Donc il y a un rôle certain des bactériophages dans le biosphère. Et en quelque sorte, bon, les bactériophages, c'est un peu comme la matière noire inerte en physique. C'est un truc énorme dans le biosphère, mais c'est pas facile vraiment de l'étudier parce qu'on étudie plus facilement le rôle des organismes dans le biosphère. Et c'est beaucoup moins facile de comprendre ce qui se passe avec les bactériophages. Ok, donc ça c'est pour les bactériophages dont on a introduction générale et leur rôle dans l'environnement. Donc on va passer au cycle de réplication lytique et lysogène. Alors, un cycle lytique, c'est ce qui va faire par exemple le bactériophage T4. Il va infecter une bactérie, il va injecter son ADN dans la bactérie infectée. Cet ADN va être répliqué, le phage va exprimer ses protéines, ces copies d'ADN et ces protéines vont s'assembler pour former de nouveaux bactériophages qui sont à la fin libérés. Et à la fin d'un cycle, on est passé de 1 bactériophage à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bactériophages. Magnifique, il s'est répliqué. Alors ça, c'est un peu le schéma général. Donc, maintenant, on va essayer de comprendre comment ça marche sur le plan moléculaire. Donc, pour la première étape, l'attachement et l'entrée, chaque bactériophage doit infecter la bonne bactérie. Et pour trouver la bonne bactérie, il ne va pas sur Tinder et il va utiliser une interaction moléculaire entre une protéine d'attachement sur le phage et un récepteur sur la cellule bactérienne. Et les protéines d'attachement du phage sont souvent à la base de ces spicules ou ces fibres. Donc le bactériophage va s'attacher ici, là, par ses pieds en quelque sorte, ou sur des protéines qui sont à l'extrémité de sa queue, par là. C'est là où se trouvent les protéines d'attachement chez les bactériophages. Alors, quels sont les récepteurs? Les récepteurs sur des bactéries sont forcément les structures qui sont présentes à l'extérieur de la cellule bactérienne. Donc, le bactériophage T4, il utilise comme récepteur la molécule HOMP-C. Le bactériophage lambda va se fixer sur la molécule LAM-B, qui sont tous les deux les perméases et les porines dans la membrane externe de notre bactérie à grand moins, qui est infectée par ces deux bactériophages. Donc, les porines et les perméases sont dans la membrane externe et qui sont donc disponibles pour l'attachement d'un bactériophage. Le bactériophage M13 va se fixer sur les piliers de conjugaison. Donc pareil, c'est une structure filamenteuse à l'extérieur de la bactérie. Et un exemple d'une bactérie, un bactériophage qui infecte une bactérie à gramme plus, c'est le bactériophage SPP1. Son récepteur, c'est une grande protéine membranaire qui traverse l'enveloppe bactérienne et qui a une partie qui est disponible à la surface de la bactérie. Donc les récepteurs, quels qu'ils soient, c'est quelque chose, une structure vraiment sur l'extérieur de la cellule bactérienne. Et il existe aussi, donc là, les exemples que j'ai pris sont tous des protéines, mais il existe pas mal de bactériophages qui utilisent les motifs O du LPS comme récepteur.
Mais voilà encore un truc qui est à la face externe des bactéries à grand moins. Donc on se fixe sur le récepteur. Ensuite, il faut au minimum faire passer son ADN, son matériau génétique, à l'intérieur de la cellule infectée. Donc pour le bactériophage T4, on a une fixation sur le récepteur et ensuite sur la plaque à la base de la queue contractile, on a des molécules de lysozyme phagique. Donc déjà, il y a une contraction de la queue qui va transpercer la membrane externe par des domaines hydrophobes. Et ensuite, le bactériophage va libérer des molécules de lysozyme qui vont percer un trou dans la couche de peptidoglycane. Et une fois que le peptidoglycane est dégradé, la queue pourra traverser à nouveau la membrane plasmique. Et une fois qu'on a terminé tout ça, le bactériophage va injecter son ADN dans la bactérie. Donc ça, c'est ce qu'on sait pour le bactériophage T4, et le mécanisme est semblable chez le bactériophage T2 qui était utilisé dans l'expérience classique de Hershey et Chase, qui démontrait que c'était l'ADN et non pas les protéines qui étaient le matériel génétique des bactériophages. Parce que toute la capside qui est en protéines reste à l'extérieur, c'est que l'ADN qui est injecté. Et c'est uniquement l'ADN qui contient l'information qui permet de spécifier comment on fait pour produire un nouveau bactériophage. Ce n'est pas le phage qui rentre dans la bactérie, c'est que son ADN. Alors, l'ADN du bactériophage rentre, qu'est-ce qui se passe après? La première chose qui va se passer, c'est qu'on aura une circularisation de l'ADN du bactériophage qui va commencer à exprimer des gènes dits précoces. Donc, 2 minutes après l'infection de la bactérie, on a les premiers gènes du bactériophage qui sont exprimés. Notamment, on aura l'expression d'une DNase du bactériophage qui va dégrader le chromosome bactérien. Ensuite, on aura la réplication de l'ADN du bactériophage qui nécessite l'expression d'une ADN polymérase du bactériophage. Alors, est-ce que quelqu'un peut identifier un petit problème ici? On exprime à la fois une enzyme qui dégrade l'ADN et une enzyme qui va synthétiser de l'ADN. Vous voyez un peu le problème? Oui. Oui, c'est ça le problème. Donc, dès qu'on commence à synthétiser un truc avec l'ADN polymérase, pourquoi la DNase ne va pas le bouffer directement? Et on finit par répliquer rien du tout. Alors, l'astuce qui est employée par le bactériophage T4, c'est de modifier chimiquement les bases de cytosine par une enzyme qui s'appelle hydroxyméthylcytosine synthase. Donc, l'ADN du bactériophage va incorporer l'hydroxyméthylcytosine. Et donc, l'ADN synthétisé par la polymérase du bactériophage est chimiquement distinct de l'ADN du chromosome bactérien. Et donc, c'est ça qui permet une dégradation spécifique de l'ADN de la cellule infectée sans dégrader l'ADN du bactériophage nouvellement synthétisé. Donc ça c'est intelligent, ça. Enfin, je trouve c'est assez astucieux. Donc une fois que le bactériophage a synthétisé son ADN, il commence à synthétiser les ARN tardifs et le contrôle temporel est possible par l'expression d'une protéine phagique qui s'appelle le GP55 qui est nécessaire pour l'expression, pour la transcription des gènes tardifs. Et le GP55 ou la GP55, c'est un facteur sigma qui va s'associer à l'ARN polymérase bactérienne. Ça vous parle, là, le facteur sigma?
juste pour rappel. Donc, l'ARN polymérase bactérien, la forme basique, c'est un tétramère alpha-2 bêta-bêta prime. Et afin de pouvoir transcrire des gènes, la fixation sur l'ADN est médiée par le facteur sigma. D'accord ? Et les différents facteurs sigma vont pouvoir se fixer sur différents promoteurs. Donc, la protéine GP55 va s'associer à la polymérase ARN bactérienne, et c'est ça qui va le permettre de se fixer sur les promoteurs tardifs du bactériophage. Donc, si on n'a pas l'expression des GP55, les promoteurs tardifs ne peuvent pas être transcrits. Donc, on a un contrôle temporel de l'expression des gènes tardifs, qui est très important parce que les gènes tardifs, ils vont coder pour quoi? Ils vont coder pour les protéines structurales du bactériophage, donc ceux qui forment les capsides et la queue. Et les gènes tardifs vont aussi coder pour des enzymes qui vont détruire le bactériophage à la fin du cycle, ce qui va permettre la libération des nouveaux bactériophages qui se trouveraient sinon coincés à l'intérieur de la cellule bactérienne. Donc, ces protéines virales nécessaires pour la libération du bactériophage, pour la lyse de la bactérie, sont une lysozyme phagique qui va détruire le peptidoglycane dans l'enveloppe, mais afin de le faire passer dans le périplasme, le bactériophage exprime aussi une protéine qui s'insère dans la membrane bactérienne, qui perce des trous dans la membrane plasmique de la bactérie, qui permet à la lysozyme de passer dans le périplasme et de dégrader le peptidoglycane. Donc, c'est l'action combinée de ces deux protéines virales qui permet d'exploser la bactérie infectée et de libérer les bactériophages. Et c'est très important de ne pas exprimer ces protéines-là au début du cycle de réplication. Parce que si on fait ça, c'est un peu le suicide du bactériophage lui-même. Il doit exploser la bactérie que lorsqu'il a produit plein de nouvelles copies de bactériophages. OK, quelques questions ici sur le cycle lytique. Et pareil, moi je vais vous demander de faire à main levée. Plusieurs réponses sont correctes et peut-être une ou deux réponses fausses. On est OK? Bon, on va les faire dans l'ordre. OK. Le cycle d'infection démarre par l'interaction entre une protéine d'attachement du phage et un récepteur à la bactérie. Qui dit oui? Qui dit non? C'est oui. Ça commence par ça. Suite à cette interaction, le phage entre dans la bactérie. Qui dit oui? Qui dit non? Vous avez raison, c'est non. C'est que l'ADN du bactériophage qui entre. Les gènes précoces sont impliqués dans la liste de la bactérie infectée. Qui dit oui? Qui dit non? Ouais, vous avez raison, c'est des gènes tardifs. La protéine phagique GP55 est essentielle pour l'expression du gène tardif. Qui dit oui? Oui, c'est vrai. Et l'expression d'une lysozyme phagique est nécessaire pour la libération des phages à la fin du cycle lytique. Qui dit oui? Oui, c'est ça. Okay, donc, deux fausses réponses et le reste est correct. Donc, si on visualise les différentes étapes, on comprend qu'est-ce qui est nécessaire pour chaque étape. D'accord? Donc, ça, c'est un cycle lytique, comme effectué par le bactériophage T4. Et chez énormément de ces codoviricètes, c'est un peu le même schéma. La bactérie infecte la cellule,
il va répliquer son ADN d'abord, ensuite il va former des particules virales, ensuite il va exploser la bactérie. Mais chez certains bactériophages, notamment le bactériophage lambda, on a compris très rapidement que toutes les infections ne terminent pas forcément par la lyse de la cellule infectée. Et plus récemment, on a pu le visualiser directement avec un bactériophage modifié génétiquement pour exprimer la protéine fluorescente verte, la GFP. Donc c'est ce qui permet de visualiser et suivre un petit peu le destin des bactéries infectées. Donc c'est ce qu'on peut voir dans cette vidéo. Donc on voit une cellule infectée qui explose et une autre cellule infectée, une bactérie infectée qui ne meurt pas et qui, au contraire, continue à vivre. Donc on a deux destins très très différents. On a initialement deux bactéries infectées qui sont vertes, donc elles sont infectées par le bactériophage. Celle-ci va mourir, celle-ci va continuer comme si de rien n'était, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les deux cas? Chez la bactérie infectée ici, notre bactériophage lambda va enchaîner un cycle lytique. C'est-à-dire que l'ADN du phage est injecté, il sera circularisé, le génome du phage va commencer à exprimer des gènes phagiques, il va répliquer son ADN, il va former des particules du phage, et à la fin, il va exploser cette bactérie. Alors, chez cette deuxième bactérie, il se passe autre chose. Donc, le début du cycle commence pareil, c'est-à-dire que notre bactériophage s'attache, et le cercle bleu ici, c'est le chromosome bactérien. Il va injecter son ADN, qui va se circulariser, mais au lieu de se répliquer, cet ADN bactérien va se recombiner avec, ou va s'insérer dans le chromosome bactérien. Donc, le génome de notre bactériophage s'insère dans le chromosome de la cellule infectée, de la bactérie infectée. Et donc, on aura peut-être certains gènes de notre bactériophage qui continuent à être exprimés. Notre GFP, par exemple, est exprimé dans cette bactérie, mais les gènes tardifs du cycle de réplication sont réprimés. Donc, on n'a pas de réplication active de l'ADN bactérien, de l'ADN du bactériophage, et on n'a pas de formation de nouvelles particules, et on n'a pas la lyse de la cellule bactérienne. Donc, cette bactérie-là, son génome est donc parasité, mais elle va continuer à pousser. Et à chaque fois que la bactérie se divise, elle va répliquer son propre ADN, mais il va répliquer l'ADN du bactériophage. Alors, cette forme de génome du bactériophage s'appelle un prophage. Une fois que l'ADN du bactériophage est intégré dans le chromosome bactérien, on l'appelle un prophage. Alors, et tout ce cycle, ça s'appelle la lysogénie. Donc, l'intégration du bactériophage dans le génome de la cellule hôte, c'est la lysogénie. Alors, quelles sont les caractéristiques de la lysogénie? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, initialement, juste après l'infection, il y a une sorte de choix à faire entre enclencher un cycle lytique et enclencher un cycle lysogène. Donc, les deux sont possibles au départ. Et ce qui va déterminer le chemin qui est pris, ce sont les niveaux respectifs d'expression de deux protéines qui sont exprimées à partir des gènes précoces. Et ces deux protéines sont C2 et CRU. Et ce sont des niveaux relatifs de ces deux protéines qui sont essentielles. Donc, si la protéine CRU est majoritaire, le bactériophage va rentrer dans un cycle lytique. Si la protéine C2 est majoritaire, la bactérie va
où le bactériophage va enclencher un cycle lysogène. Alors, dans la plupart du temps, la protéine C2 est dégradée par des protéases bactériennes. Et c'est CRO qui sera majoritaire, et donc le phage va enclencher un cycle lytique. Mais quels sont les facteurs qui favorisent l'accumulation de la protéine C2? Par exemple, la faible basse température. Donc les protéases sont moins actives. La protéine C2 peut persister et s'accumuler. Faible activité métabolique chez l'hôte. Les bactéries ne sont pas en phase exponentielle, elles sont en phase stationnaire. Il y aura moins d'activité métabolique, moins de protéases, la protéine C2 s'accumule. Et une autre situation qui est intéressante, c'est lorsque la même bactérie est infectée par de multiples phages au même temps. Et à ce moment-là, tous ces bactériophages vont exprimer C2 et la quantité de C2 totale dans la bactérie va pousser à établir la lysogénie. Alors, tous ces facteurs-là ont en commun que les conditions de croissance de la bactérie hôte ne sont pas très bonnes. Et la lysogénie, c'est une stratégie employée par les bactériophages pour essayer de optimiser sa propre survie et réplication. Donc, l'idée ou la logique de cette stratégie, c'est lorsque ma bactérie hôte est en train de pousser bien, les conditions de croissance sont bonnes, je peux enclencher un cycle lytique parce que je vais avoir d'autres bactéries infectées lors de mon prochain cycle lytique. Si les conditions de croissance sont mauvaises ou si j'ai déjà plein de bactériophages pour chaque bactérie, ce n'est pas la peine de faire un cycle lytique parce que je ne trouverai plus jamais de cellules hôtes à infecter. Donc il vaut mieux enclencher un cycle lysogène et j'attends que ça aille mieux. Et une autre observation qui est importante, c'est que les prophages intégrés ont tendance à supprimer le cycle lytique de nouveaux bactériophages du même virus qui entrent. Donc une bactérie qui a intégré un prophage, il devient un peu résistant au cycle lytique des autres phages. Donc la bactérie parasitée peut survivre. Alors, donc pour assurer la lysogénie, il faut plusieurs gènes du bactériophage, mais les deux qui sont les plus essentiels, c'est l'expression d'une intégrase, c'est l'enzyme qui intègre le génome du bactériophage dans le chromosome bactérien, et il faut un répresseur, c'est-à-dire une protéine qui va supprimer l'expression de tous les gènes du cycle lytique. Et c'est ça qui maintient la latence. Alors, ce n'est pas la peine de rester en latence pour toujours. Si un prophage n'est plus jamais activé, c'est fini là. Le virus il est terminé. Donc cet état de latence, la lysogénie, c'est un processus réversible. Donc il doit avoir un stimulus qui permet au prophage de redémarrer un cycle lytique. Et le stimulus, c'est quelque chose qui va stresser la bactérie hôte, qui va mettre en danger la survie de la bactérie. Donc, par exemple, un choc thermique, le traitement par certains antibiotiques, une exposition aux ultraviolets. Souvent, ce sont des choses qui vont abîmer l'ADN. Et donc, le caractère ou la logique un petit peu, c'est donc le prophage, tant que la bactérie est en bonne santé, le prophage, le génome viral est protégé. Mais si la bactérie est en danger, c'est peut-être le moment de refabriquer tout un tas de bactériophages lytiques et de quitter le navire, et de redémarrer un cycle lytique. Alors, l'autre chose que je n'avais pas dit, c'est qu'une bactérie qui est capable d'instaurer un cycle lysogène s'appelle souvent un bactériophage tempéré, parce qu'il ne va pas forcément tuer la bactérie hôte. Donc, il est plus doux. Alors, donc pour cette partie-là, ça démarre avec une interaction entre
une protéine du phage et un récepteur. On a deux types de cycles de réplication, un cycle lytique et un cycle lysogène. Et il faut essayer de bien comprendre à quoi ça sert aux bactériophages d'avoir un cycle lysogène. C'est une stratégie de survie et de réplication. Et dans les deux cas, le contrôle d'expression des gènes du bactériophage est très important. Dans un cycle lytique, ce qui est important, c'est de ne pas exprimer des gènes tardifs trop tôt. Et dans un cycle lysogène, ce qui est important, c'est le choix du cycle initial et aussi la stabilisation de l'état lysogène, de l'état latent, avec le rôle des protéines C1, CRO et C2 à différentes étapes. C'est ça qui est important. Ok, donc on va passer à la génétique bactérienne parce que cette intégration dans le chromosome bactérien, c'est ce qui permet la transduction, c'est un mécanisme de transfert latéral des gènes entre bactéries. Donc la transduction phagique, et j'ai changé l'ordre des diapos par rapport au poly. Donc j'ai regardé ça un petit peu ce matin, je me suis dit que c'est peut-être plus logique de le faire comme ceci. Donc le système le plus simple à comprendre, c'est la transduction, qui n'a pas vraiment de nom, la transduction de base qui peut être opérée par n'importe quel phage tempéré. Donc notre phage tempéré est inséré ici dans le chromosome bactérien. Il est content jusqu'à ce qu'il se fait activer. Donc cette activation va stimuler l'excision du génome du bactériophage et sa réplication et la formation de nouveaux bactériophages qui vont être libérés parce qu'il finira par lyser cette bactérie. Alors, ces bactériophages peuvent infecter une autre bactérie et éventuellement s'insérer dans son génome. Donc, si mon bactériophage code pour un gène A dans son génome, donc le génotype A+, sera transféré de ma bactérie initiale ici à ma bactérie receveuse par là. Et donc, j'aurai effectué un transfert latéral de gène porté par le prophage. Et l'expression de notre gène A peut changer la biologie de la bactérie receveuse. Et en santé humaine, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a pas mal de facteurs de virulence des bactéries qui sont transférés entre les bactéries par ce type de transduction. Alors, il existe un truc qui était utile par le passé en génétique bactérienne qui s'appelle la transduction spécialisée. Donc, comme on a vu, la plupart du temps, lorsqu'un prophage est activé, il va exciser son génome, il va impacter son génome dans les nouveaux bactériophages, et c'est ces bactériophages qui vont infecter des nouvelles cellules. Mais très rarement, c'est-à-dire dans une bactérie sur 100 000 à 1 million, le bactériophage va prendre avec lui une petite partie du chromosome bactérien. Et cette partie du chromosome bactérien sera impactée dans les particules du phage, qui peut donc être transférée dans une nouvelle bactérie hôte. Et lorsque ce génome phagique rentre dans la nouvelle bactérie, ben, il peut transférer un petit peu de l'ADN chromosomique de notre bactérie initiale chez cette seconde bactérie. Mais ça, c'est un mécanisme qui s'appelle la transduction spécialisée, parce que les gènes de notre bactérie hôte peuvent être transférés que s'ils sont proches au site d'insertion du prophage. Et l'insertion d'un prophage n'est pas un phénomène aléatoire. Chaque bactériophage tempéré va s'insérer à un site spécifique. Oui.
Ok, donc la question c'est les phages tempérés, est-ce qu'ils peuvent synthétiser des bactériophages et lyser la bactérie? Et la réponse est oui, des phages tempérés, lorsqu'ils persistent sous forme de prophage, ils ont des gènes codants pour les protéines de structure d'un bactériophage, ils ont des gènes codants pour une lysozyme, pour éclater la bactérie, mais l'expression de ces gènes est réprimée. Donc c'est pour ça que le prophage reste tranquille et ne tue pas la bactérie. Il ne forme pas de bactériophage, il n'éclate pas la bactérie hôte. Mais à un moment donné, si la bactérie est stressée, cet état de latence peut être brisé. Et c'est l'expression de ces gènes qui permet la formation de nouvelles particules de bactériophages et leur transmission. Donc, la latence, la lysogénie, c'est un état qui est réversible. Et les phages vont alterner entre les cycles lytiques et les cycles lysogènes. Alors, donc ça, c'est un peu un exemple, mais ce qui est différent ici, c'est que des fois, ce sont les gènes ou l'ADN de la bactérie hôte qui est transféré. Ce n'est pas juste l'ADN phagique transféré par ce mécanisme de transduction. Et le troisième, c'est la transduction généralisée qui peut être effectuée par les bactéries lytiques. Donc ça, c'est un point important. Donc, lors de l'infection par une bactérie lytique, ce qui se passe, c'est que normalement, tout le génome bactérien va être dégradé. Et lors de l'empaquetage d'ADN dans des nouvelles particules de bactériophages, c'est que le génome du bactériophage qui sera empaqueté dans ces particules de phage. Mais de temps en temps, et encore une fois, c'est un phénomène très rare, c'est plutôt dans une particule sur 100 000 à 1 million, la particule virale peut impacter un fragment de l'ADN du chromosome bactérien. Et ça, c'est quelque chose qui est aléatoire. Et un bactériophage peut peut-être impacter 1 à 2% du chromosome bactérien. Et lorsqu'on va infecter de nouvelles bactéries par ce bactériophage, ces bactériophages, les bactériophages avec les génomes normal vont rester lytiques, donc ils vont éclater leurs bactéries, mais ces bactériophages-là seront défectueux, seront plus lytiques parce qu'ils n'ont pas des génomes phagiques. Ce qu'ils peuvent faire, par contre, c'est faire rentrer leur ADN qui va se recirculariser, et cet ADN peut éventuellement se recombiner avec des séquences homologues chez la bactérie receveuse. Et donc, notre bactérie receveuse passe du génotype A- au génotype A+ ici. Donc ça, c'est un mécanisme de transfert latéral et aléatoire de gènes entre les bactéries. La transduction généralisée effectuée par les phages lytiques. Donc c'est rare, mais comme on a vu, le nombre de bactéries dans un environnement et le nombre de bactériophages dans un environnement sont très très larges. Donc ces événements rares peuvent arriver dans la nature et ils arrivent tout le temps. Parce que le nombre de bactériophages et le nombre de bactéries que nous avons dans l'environnement est très très important. Alors, en génétique bactérienne, ce type de transduction a été utilisé pour nous aider à cartographier les gènes bactériens sur le chromosome. Donc, par exemple, ici, on commence avec une souche qui est sensible à la streptomycine, mais qui est prototrophe, donc qui est capable de synthétiser de l'arginine et de la méthionine. On va l'infecter avec un bactériophage P1 qui va enclencher un cycle lytique. Mais de temps en temps, on aura de rares phages qui ont récupéré un petit peu du chromosome bactérien. Et on va utiliser tous ces bactériophages-là pour infecter des bactéries, Escherichia coli à nouveau, qui ont un génotype résistant à la streptomycine, mais auxotrophe pour l'arginine et la méthionine. Donc pas capable de synthétiser ces deux acides aminés.
Donc on les mélange ensemble, on les incube 10 minutes, donc pour permettre l'attachement et l'entrée, mais c'est avant la fin d'un cycle lithique. Et ensuite, on va les étaler sur les boîtes de pétri. Ces boîtes de pétri sont coulées avec un milieu minimum, plus streptomycine et arginine, mais sans méthionine. Pourquoi ça? On met la streptomycine parce que les bactéries initiales ne pourront pas pousser. Toutes ces bactéries-là, elles meurent. Les bactéries receveuses qui ont été infectées par un phage lithique, elles meurent, elles sont lysées, donc on s'en fout. Toutes ces bactéries phages ça disparaît dans la manip. Et ils sont séparés par l'étalement sur la boîte. Donc les bactériophages qui sont libérés à la fin d'un cycle lithique sont physiquement séparés des bactéries qui sont sur la géleuse, qui sont plus loin. Donc les bactéries qui survivent ne peuvent pas être infectées au cours d'un deuxième cycle d'infection lithique. C'est pour ça qu'on fait l'incubation que sur 10 minutes et pas plus longtemps que ça. Donc, tous ces phages-là qui infectent des bactéries, ça va les tuer, donc on ne les voit pas dans les colonies. Les bactériophages qui ont intégré un petit peu de l'ADN chromosomique par ici, là, qui ne contient pas le gène permettant ou l'opérant permettant de synthétiser la méthionine, ces bactéries-là ne vont pas pousser parce qu'il manque la méthionine. Donc, les seules bactéries qui pourront pousser ici, ce sont des bactéries transduites qui ont au moins intégré cette partie-là du chromosome bactérien, de notre souche donneuse. Donc on va compter ces bactéries et ensuite on va les repiquer sur les boîtes de pétri avec un milieu minimum, encore avec streptomycine, mais sans arginine, sans méthionine. Et donc, on a sélectionné initialement sur le gène MET+, le gène ARC+, n'était pas sélectionné, et on va comparer le nombre de colonies qu'on en observe en présence d'arginine et sans arginine. Donc, imaginons qu'initialement ici, on obtient 50 colonies, on les repique sur un milieu sans arginine, on a 21 colonies, et on divise ça par ça nous donne une fréquence de cotransduction de 42%. Pourquoi c'est intéressant ça? Parce que plus la cotransduction est fréquente, plus les gènes sont proches sur le chromosome. Si les gènes sont trop loin, on n'aura jamais les deux gènes cotransduits. On aura une fréquence de cotransduction de 0%. S'ils sont toujours cotransduits, 100%, 90%, ça veut dire qu'ils sont super proches sur le chromosome. Donc ça nous donne donner un mécanisme ou une technique pour effectuer une cartographie assez fine de quel gène est plus proche d'un autre sur le chromosome de la bactérie Escherichia coli. Ok, donc je vais essayer de terminer rapidement avec le dernier thème qui est l'impact des bactériophages sur la santé humaine. Et l'impact négatif, c'est le fait que souvent les facteurs de virulence des bactéries pathogènes sont portés par les prophages. Donc ici, on a plusieurs exemples de toxine diphtérie qui est portée sur un prophage chez les souches de Corynebacterium diphtheriae qui sont pathogènes, les toxines cholériques sur Vibrio cholerae sont portés sur un bactériophage et ils peuvent être transférés d'une souche de bactéries à une autre par ce que j'ai appelé la transduction simple, parce que ces gènes-là sont à l'intérieur du génome du prophage. Et si j'ai une bactérie pathogène qui libère son prophage, qui va produire des bactériophages qui vont infecter et instaurer un cycle lysogène chez une autre bactérie, la bactérie qui initialement était une bactérie commensale, non pathogène, peut devenir pathogène parce qu'il aura récupéré les facteurs de virulence. Donc c'est ce qu'on appelle la conversion lysogénique par les phages temporaires qui peuvent transformer les bactéries commensales en pathogènes. Et cette conversion lysogène
lysogénique peut s'effectuer entre différentes souches au sein de la même espèce, entre différentes espèces au sein du genre et même sur des distances phylogénétiques relativement larges. Donc il est possible pour des bactériophages de transférer des gènes de virulence entre Staphylococcus aureus et Listeria monocytogène, par exemple. Donc ça, c'est un mécanisme de transfert de gènes de facteurs de virulence. Donc effectivement, ces bactéries commensales qui deviennent pathogènes, c'est un problème pour nous. C'est un mécanisme d'accumulation de facteurs de virulence chez les bactéries pathogènes. Alors, le bon côté des bactériophages, c'est éventuellement leur utilisation en thérapie, comme une sorte d'antibiotique biologique. Et cette idée, vraiment, c'est Félix Derel qui l'a eu en premier. Et pendant les années 1920, il a proposé et même commercialisé des préparations de bactériophages pour soigner des infections bactériennes comme le choléra comme le choléra par exemple. Alors, la découverte des antibiotiques a un petit peu rendu le concept obsolète, mais on a un renouveau de l'intérêt à cause du problème des bactéries multirésistantes. Qu'on connaît depuis des décennies maintenant, mais c'est un problème qui devient de plus en plus préoccupant. Alors, dans le monde occidental, oui. Donc la question c'est, est-ce qu'on n'a pas un problème de résistance de bactéries vis-à-vis des bactériophages parce qu'ils auraient intégré un prophage qui les rend résistants? Et la réponse est oui. Donc avec une souche de bactéries spécifique, on ne sait pas a priori quel phage va pouvoir l'infecter et la lyser. Et ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une bibliothèque, une collection de bactériophages lytiques, et sur la souche de bactéries qui est chez tel ou tel patient, il faut tester pour trouver quels phages peuvent lyser cette bactérie-là. Parce que justement, c'est impossible à prédire d'avance. Donc, dans le monde occidental, on a totalement laissé de côté ces bactériophages, mais en Géorgie, dans l'ancienne Union soviétique, il y a un institut qui a continué à les utiliser depuis les années 1930, et c'est l'Institut Eliava qui a établi, qui maintient une collection importante de bactériophages qu'on peut utiliser en thérapie. Et quelques instituts, quelques centres aux États-Unis utilisent un petit peu ces bactériophages pour soigner des infections cutanées. Donc ça, c'est facile à voir. Donc j'ai une plaie infectée ici. Si j'applique les bactériophages à l'extérieur, c'est accessible. Donc les bactériophages peuvent avoir accès aux bactéries et éventuellement les tuer. Alors, depuis quelques années, on a quelques exemples vraiment impressionnants de succès thérapeutique avec l'utilisation de bactériophages pour soigner des infections à des bactéries multirésistantes. Et c'est l'état d'un cas isolé où on a isolé la bactérie pathogène, on a trouvé le cocktail de phages qui est capable de les infecter et on a soigné les malades. Donc là, un succès, quelqu'un qui était en état comateux. Un autre cas, c'est l'utilisation d'un bactériophage, mais en combinaison avec un antibiotique. Pourquoi ça c'était important? Parce que chez le Pseudomonas aeruginosa, un des mécanismes de résistance importants, c'est l'expression d'une pompe à efflux qui exporte les antibiotiques à l'extérieur de la bactérie. Et cette pompe à efflux est le récepteur pour l'entrée infectieuse de ces bactériophages. Donc si on combine les deux, la bactérie a un vrai problème. C'est-à-dire, si elle sous-exprime le récepteur, elle devient résistante aux bactériophages, mais elle est moins résistante aux antibiotiques. Si elle veut rester résistante aux antibiotiques, elle est obligée de surexprimer la pompe à efflux qui est le récepteur de bactériophages. Donc elle est vraiment coincée entre ces deux
de pression de sélection. Et c'est pour ça que ça a marché. Et ça, c'est un chercheur qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, le professeur Turner à Yale qui fait ça. C'est vraiment une idée géniale. Donc tout ça, c'est un cas ici, un cas là-bas. Donc on a une étude publiée l'année dernière qui essaie de regrouper une série d'une centaine de patients soignés pour essayer de comprendre est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, de façon générale. Et puis le résultat qu'ils ont eu, c'est que sur 60% des cas, ils ont réussi à éliminer la bactérie pathogène, qui est vraiment un résultat très très positif, parce que c'était des bactéries multirésistantes aux antibiotiques, qui avaient déjà été en échec thérapeutique. Donc ça, c'est super bien. Et sur 9 cas sur 10 testés, il y avait une synergie entre les antibiotiques et les bactériophages. Donc la moralité, c'est que les bactériophages ne vont pas remplacer les antibiotiques, mais c'est plutôt dans des cas très très difficiles à traiter. C'est l'association des bactériophages plus une thérapie, une antibiothérapie raisonnée qui peut donner un résultat positif. Donc ça, c'est un petit peu l'état de la phagothérapie. Alors, les caractéristiques de la phagothérapie, les avantages, c'est que c'est hautement spécifique, donc ça ne va pas bousiller notre microbiote. Le problème, c'est que c'est spectre étroit. Donc, il faut tester spécifiquement la souche de bactéries chez chaque patient qu'on veut soigner. Ça, c'est une limitation importante. Ce qui est un truc qui est bien, c'est que le bactériophage est lytique, donc il va s'amplifier in vivo. Ça, c'est magique. On donne un médicament et le médicament va se produire et s'amplifier dans le patient. Donc ça, c'est bien. L'autre chose qui est bien, c'est que le mécanisme employé par des phages pour tuer des bactéries est totalement différent des mécanismes employés par des antibiotiques. Donc il n'y a pas de résistance croisée entre les deux. Un problème théorique, c'est qu'éventuellement, si on lyse la bactérie, on peut libérer des endotoxines, mais dans les séries de patients étudiés, ça n'a pas trop été un problème. Donc ça, c'est un danger potentiel. Un autre problème, enfin, un autre caractéristique, c'est la nature du médicament. Un bactériophage, c'est une particule virale formée de protéines et d'acides nucléiques. Donc si on les purifie bien, il n'y a pas de risque de toxicité chimique pour le patient qui est soigné. Ça, c'est un point positif. Le point négatif, c'est que on va injecter des protéines étrangères dans notre organisme, on risque de produire des anticorps spécifiques de ce bactériophage. Et si on a des anticorps spécifiques du bactériophage, il ne pourra peut-être plus infecter des bactéries. Donc, et aussi, les bactériophages ne circulent pas pendant longtemps dans le sang. Donc, on a probablement une utilité à courte durée de ces bactériophages et on ne pourra pas faire des cycles de soins répétés, probablement. Et ça reste à étudier. OK, donc je vais juste terminer avec la diapo de résumé du cours. Là, les 4 choses qu'on a vues: structure et diversité des bactériophages, cycle de réplication lytique et lysogène, mécanisme de transduction, bactériophage et santé humaine. Et sur ce côté-là, la diapositive, c'est un peu le résumé, les trucs importants à retenir et à bien comprendre. Ok, bon merci de votre écoute et puis on se voit pour certains en TP ou éventuellement en télé, ou en TP.